Est-ce que je peux faire là? C'est le travailler de l'énergie. C'est-à-dire tous ces genres d'exercices, travailler sur l'énergie, on peut dire c'est le Qigong. Le médecin n'a pas eu les 3 grands classiques, on ne prend pas ses médicaments. Peut-on situer l'origine de la médecine chinoise à une période précise? Les premiers visiteurs de la Chine ne voyaient que l'acupuncture, ne voyaient que les choses visibles. Bienvenue dans Parlons-en. Bonjour, bienvenue. En 1671, un premier ouvrage en France sur les secrets de la médecine chinoise fut publié à Grenoble, Les secrets de la médecine des Chinois, consistant en la parfaite connaissance du pouls. Dans la même période, le roi de France, Louis XIV, envoya à Pékin des pères jésuites en leur confiant des missions scientifiques en collaboration avec l'Académie des sciences de Paris. À leur retour en France, les pères jésuites rapportèrent des documents sur la civilisation et sur la médecine chinoise. Mais c'est sous l'impulsion de Georges Soulier de Moran que Zhenjiu, l'acupuncture, moxibustion, une des branches thérapeutiques de la médecine chinoise, prit un essor considérable en France et en Europe à partir des années 1920. Sinologue, diplomate français en poste en Chine pendant de nombreuses années, Soulier de Moran, à son retour en France, devint un praticien acupuncteur réputé, recevant dans son cabinet à Neuilly-sur-Seine une clientèle de célébrités telles que Antonin Artaud, Jean Cocteau, Colette, Maurice Ravel ou Vassili Kandinsky. Les grands textes classiques sur la médecine chinoise sont apparus en Chine il y a plus de 2000 ans et quelques aspects de la médecine chinoise sont parvenus en Europe depuis plus de 3 siècles. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, en Chine comme ailleurs, l'identité spécifique de la médecine chinoise reste une question complexe. Dans ce numéro de Parlons-en, nous voudrions essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette médecine si riche et si mystérieuse. Et pour en parler, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir chez nous 3 praticiens de la médecine chinoise, Monsieur Wang Zhiwei, Madame Wang Defeng et Monsieur Pierre Garino. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Monsieur Wang Zhiwei, vous êtes formé à la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise, spécialiste d'endocrinologie à l'hôpital Ruijin, où vous y pratiquez à la fois la médecine occidentale et chinoise. Aujourd'hui, vous êtes chef à la clinique médicale Wang Zhiwei et professeur à l'université de médecine traditionnelle chinoise de Shanghai. Wang Defeng, vous avez obtenu le diplôme de recherche de l'Académie de médecine traditionnelle chinoise de Beijing en 1988. Vous avez décidé de vous installer en France où en 1997, vous créez l'Académie Wang de MDC, médecine traditionnelle chinoise, pour transmettre votre savoir-faire. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage sur le traitement de la douleur en médecine traditionnelle chinoise, ouvrage de haut niveau destiné aux médecins et aux praticiens expérimentés. Pierre Garino, vous êtes ingénieur dans l'industrie spatiale. Vous êtes intéressé à la médecine traditionnelle chinoise dès 1997 lors de la création de l'Académie Wang de médecine traditionnelle chinoise. Vous avez été formé par le docteur Wang de 1998 à 2003. Maintenant, vous assurez les fonctions de directeur administratif au sein de l'Académie Wang. Bonjour et bienvenue dans Parlons-en. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus à l'hôpital Dongzhimen, un des grands hôpitaux de la médecine traditionnelle chinoise à Pékin, où une équipe de stagiaires de Dr Wang effectue un stage auprès des professeurs de cet hôpital. Je vous propose de commencer cette émission avec ce petit reportage. Stéphane, tu connais cet hôpital ? Oui, j'ai déjà entendu parler, je crois que c'est un des hôpitaux à Pékin qui est spécialisé dans la médecine chinoise. Il y a 3 ans, j'ai fait un reportage sur la médecine traditionnelle chinoise et j'ai rencontré Madame Wang et ses élèves. Et j'ai pu découvrir cette médecine, surtout l'acupuncture et le tuina. Aujourd'hui, elle est retour avec une autre équipe de stagiaires. Et donc là aujourd'hui, on va passer une journée avec eux pour voir comment ça se passe le stage. Allons voir.
一定要保持安静的这种心态，好吧？在中医里面有什么是可以学习的？ Moi, je m'appelle Nicole Dubourg. Je suis cadre de santé, infirmière. Je suis à la retraite depuis 5 ans. Je m'appelle Amandine Ramette. Je suis étudiante en deuxième année de chinois à la fac. Et en même temps, je suis médecine chinoise. Je m'appelle Thomas Dimer. Donc je suis ingénieur et ça fait 2 ans que j'ai découvert la médecine chinoise. Il y a beaucoup d'élèves aiment bien savoir exactement en Chine, les hôpitaux, comment on traite les patients par la médecine chinoise. 在我那个行医当初，就是那个前几年年轻的时候，一般就是不爱上手这样摸，不爱去揣摩这些穴位。那么对于治疗疼痛类的疾病呢，这个效果呢就一般。眼睛，哎，对对对，眼睛这样的就，或者是这是一个。 注意一个发源地国家的一个临床实验，看人类怎么去做中医，就是怎么去跟着一块老师一块学习，一块工作，一块看。Alors on s'intéresse quand même de plus en plus à la médecine chinoise à l'étranger, mais en fait on connaît la médecine chinoise à l'étranger surtout par l'acupuncture. Et pour beaucoup, je crois, l'acupuncture égale la médecine chinoise. Et pourtant, ça reste juste un des domaines de la médecine chinoise. Qu'est-ce que c'est la médecine chinoise exactement? Quels sont les traitements thérapeutiques que concerne la médecine chinoise? La médecine traditionnelle chinoise est une culture, une médecine qui a eu une histoire d'évolution plus de 3000 ans continue en Chine. Et pour les méthodes thérapeutiques, il y a principalement la médecine proprement dit, c'est la médecine de la pharmacopée. La pharmacopée chinoise. Oui, comme le corps de la médecine traditionnelle. Et il y a aussi 2 pieds, l'acupuncture et le massage thérapeutique. Et il est facile pour les 2 pieds d'aller en dehors, mais le corps est resté ici en Chine. Aussi, il y a Qigong. Oui, oui. Qigong, on s'intéresse de plus en plus à Qigong. En tout cas, à l'étranger, on entend souvent maintenant le mot Qigong. Tout à fait. Et peut-être sans savoir vraiment ce que c'est, parce que je ne sais pas si par exemple le Qigong, c'est pareil que le Tai Chi. Exactement, on peut dire que Tai Chi Quan, c'est une sorte de Qigong dynamique. Comme dans les Qigong, c'est fait Qigong. Si on traduit mot par mot, c'est le travailler de l'énergie. C'est-à-dire que tous ces genres d'exercices, travailler sur l'énergie, on peut dire c'est le Qigong. Il y a partie de statique, il y a partie de dynamique. Statique, c'est-à-dire on met une position, une posture, sans faire le mouvement de physique, avec accompagnement de respiration et l'accompagnement de travail de méditation pour guider l'énergie circuler dans le corps. Les parties de dynamique de Qigong, c'est comme par exemple il y a Tai Chi Quan, il y a Ba Gua Zhang, il y a Xing Yi Quan, il y a beaucoup de sortes. Tout ça, c'est travailler par le mouvement de physique, guider circuler l'énergie. Ça, c'est le. Si on dit en grande branche, il y a Qigong dynamique, Qigong statique. Comme ça, c'est-à-dire que Tai Chi Quan, c'est une sorte de Qigong dynamique. Si je comprends bien, en fait, le Qigong, c'est un traitement thérapeutique qui fait partie de la médecine chinoise, mais en même temps, c'est individuel. On peut pratiquer soi-même. C'est plutôt un exercice individuel, personnel. Et toutefois, on peut utiliser pour le traitement, mais il s'agit pour tous les domaines. C'est plutôt un traitement ou un complément? C'est plutôt une prévention, un entraînement pour vous pouvez. On peut dire que vous pouvez mettre comment
exercice entretien, exercice quotidien pour mettre en bonne santé et chaque personne peut travailler en tant qu'exercice quotidien. Parce que... Première idée, c'est la prévention. Et puis, c'est vrai, il y a certaines pathologies, certaines maladies. Si on spécifie travailler certains exercices de Qigong, ça peut aider en tant que traitement accompagné pour aider la guérison. Mais en fait, on ne peut pas que compter sur ça en tant que traitement. Et Pierre, pour un étranger qui pratique la médecine traditionnelle chinoise, qu'est-ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise? Comment vous considérez ça? Là, on a parlé effectivement des outils thérapeutiques. Et moi, en étudiant la médecine chinoise, au départ, c'est ce qu'on voyait. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg que représente la médecine chinoise. Mais ce qu'on ne voit pas, et ce que j'ai découvert, c'est toute la théorie, tout le squelette théorique qui permet d'avoir une cohérence entre toutes ces différentes thérapeutiques qui viennent d'être citées. Et vraiment, le squelette de la médecine chinoise, et ce qui fait vraiment sa particularité, à mon sens, c'est ce qu'on appelle le Bianzhong, donc le diagnostic différentiel, et qui lui permet donc de faire le lien entre la personne qu'on a devant soi avec tous ses déséquilibres et l'application d'un traitement tel qu'on vient de les décrire. Ouais. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, c'est l'un des deux points de la particularité de la médecine chinoise et que nous, occidentaux, on a découvert. Et où on a mis beaucoup de temps à découvrir parce que les premiers visiteurs de la Chine ne voyaient que l'acupuncture, ne voyaient que les choses visibles, mais ils n'avaient pas décelé tout ce qu'il y avait derrière. Et la deuxième particularité, à mon sens, du point de vue occidental, c'est ce qui attire énormément les occidentaux vers cette médecine, c'est sa notion de globalité. C'est une médecine qui regarde l'individu dans son ensemble et qui ne sépare pas telle partie du corps par rapport à telle autre. Et en fait, on regarde ce corps de façon globale et de façon cohérente. C'est une médecine holistique. On considère vraiment l'individu dans son ensemble. Ouais. Vous avez parlé de l'intérêt de la médecine chinoise, mais si on revient sur l'origine, peut-on situer l'origine de la médecine chinoise à une période précise? Oui, vous avez dit tout à l'heure que la médecine chinoise est vieille de plus de 3000 ans. Oui. 3000 ans. C'est très difficile. Assez difficile parce que de situer la période précise. Oui, parce que ça remonte à des époques très très anciennes. Par exemple, on trouve que le Huangdi Neijing a été écrit dans les années 1250 avant Jésus-Christ, mais ce sont des littératures. Donc les activités médicales seront beaucoup plus anciennes. Vous n'étiez pas d'accord pour maintenant, situer la période? C'est pas facile exactement situer quelle période, parce que c'est vrai, il faut dire médecine traditionnelle chinoise basée sur l'expérience. Et basée sur l'expérience, pour le premier livre, on dit le premier livre de Huangdi Neijing, c'est considéré presque comme une bible pour la médecine chinoise. Déjà écrit plus de 3000 ans. Pour réussir de créer ça, c'est-à-dire déjà accumuler une longue durée d'expérience. C'est-à-dire dans les pratiques, il y a des nouveaux recherches, passées, pensées, peut-être c'est 5000 ans. C'est vrai, c'est très difficile à situer exactement quelle période. Vous savez, dans les textes anciens, on dit que « yi bu shan shi, bu fu qi yao ». Ça veut dire, si un médecin n'a pas lu les 3 grands classiques, on ne prend pas ses médicaments. Quels sont les 3? Oui. Quels sont les 3? Les 3, d'abord, c'est le Ben Chao, Shen Nong Ben Chao. C'est la pharmacopée de Shen Nong et les codes de Pu. Et aussi le Huangdi d'acupuncture. On a parlé de Shen Nong. Est-ce qu'il y a d'autres personnages connus dans la médecine chinoise? On entend souvent parler aussi de Bian Que. Vous avez parlé justement de l'examen du pouls. Est-ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que c'est la personne qui a inventé cette méthode d'examen du pouls?
non? 扁鹊. On peut dire que c'est démarré par Bianque. Oui, oui. Il faut rajouter le gros travail de Li Shuzhen sous la dynastie Ming, qui lui a fait un gros travail de compilation de toutes les connaissances des plantes dites à l'époque supérieure, donc qui étaient utilisées par l'empereur et la cour. Mais lui, il a eu l'idée aussi de recueillir dans les marchés toutes les plantes que la population utilisait. Et donc, il a cassé cette classification de supérieur, moyenne, inférieur pour compiler toute la connaissance en fait de la pharmacopée sur le pays. Alors de tous ces grands livres, est-ce que on retrouve en fait les principes, on retrouve les principes fondamentaux de la médecine chinoise? Qu'est-ce que ça dégage de ces livres? On y mentionne le mot qi. Comment on traduirait en français? C'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est le souffle, souffle de vie. L'énergie. C'est l'énergie. Oui, oui. Mais si on parlait de principaux de médecine chinoise, je pensais que c'est peut-être plus important. Il y a deux principaux, c'est plus important. Un, c'est tout à l'heure Pierre qui parlait de ça, c'est le 辩证论治. C'est-à-dire que la médecine chinoise, il y a un grand on peut dire avantage. C'est fait ce matin, j'ai amené mes élèves encore une co-discussion avec un des médecins là-bas. Aussi, ce médecin, ça tombe bien, aussi fait la recherche à Vienne pour aussi exactement parler de ce sujet-là. C'est-à-dire la médecine traditionnelle chinoise, il laisse adapter individuel de chaque patient. Même si c'est la même pathologie, même maladie, il ne peut pas simplement dire je donne le même traitement à tout le monde. Il y a très individuel selon différentes personnes, son terrain, son façon de mode de vie, tout ça. Et c'est le traitement exactement, il faut spécifique pour chaque personne. Le deuxième principe? Deuxième principe, c'est le global. Tout à l'heure, Pierre a parlé de ça aussi, c'est la globalité. Oui. On considère le patient dans sa globalité. C'est pas que seulement les consulter le physique des patients tout seul. Aussi entre le physique et l'esprit, et aussi entre l'individuel de chaque personne et l'environnement. Et la nature. César et moi, quand nous nous sommes rendus à l'hôpital Dongjumen, nous avons profité de notre rencontre avec les médecins pour consulter un docteur émérite en médecine traditionnelle chinoise. Voyons tout de suite son diagnostic. 我现在看看脸色，对，脸色还可以的，脸色可以的，对，现在可以摸脉。那摸脉呢是这样的，一定要注意，就是病人一定要安静，病人一定要安静，就是不能说摸脉时我很烦躁，然后呢这样不行。那医生呢也应该很安静，什么层关尺这么摸，就体会他这样来摸脉，一定要保持安静的这种心态，好吧？要分这个左右手。原来不是分男左女右吗？这不是这样，左手是肺脾命脉啊，是不是？这都把它分得比较清楚。还要换一个手？对，两个手都得摸，因为它脉不是它这个脉是不一样的，就是靠近心脏这一层脉可能会跳动比较强一点。它为什么要分这个？就是不同的部位，就是左手是心肝肾，右手肺脾命呢？就是为什么要分呢？因为心脏的，就是左手的心肝肾部位，它就是应该是它跳动就可能就快一点，对，就是这样的。如果这样，真的有点走路时间有点腰疼背疼的，我就建议啊，第一个就是去做一下这个按摩，因为按摩它不会损伤人，不会去针灸或者扎针嘛，做下按摩，就是我们中医里讲嘛，就是那个就是推拿吧，叫推拿按摩，就是像这女孩吧，推拿按摩就是比较轻的，就是放松，把肌肉放松就可以了，这是最好的一个疗法。那么第二疗法就是，如果是这种东西，如果还解决不了这个问题，比如你要疼得很重的情况下，那就可以做下针灸。当然还可以做针灸、针法、灸法。也不一定，针灸不是一个概念，就是不是一个，就是针刺，灸是指艾灸，就是针灸，就是针法或者灸法，或者做拔罐，就是做拔罐，这是最好的一个方法，最好的第二个方法。第三个方法就是可能还有好多，就比如说熏针啊，
熏蒸啊，一些这个疗法，比如说现在我们有药浴啊、熏蒸这个疗法，还有就是呢，比如说是一些外敷的，比如说我现在这个拿这个东西就是这样，比如说它就是外用的嘛，对，你看比如这种呢就可以是哪儿疼贴哪儿，这是有带药的，就是这种3个方法比较好。Ce n'est pas la première fois que je consulte un médecin traditionnel chinois, mais jusqu'à présent, on ne m'avait jamais expliqué autant de choses. Et j'ai constaté que le médecin fait très attention à l'entretien avec le patient. Comment ça se passe? Parce que, par exemple, moi, je ne connais pas très bien la médecine chinoise. Je m'intéresse beaucoup depuis que je prépare cette émission. Comment ça se passe en pratique? Par exemple, quand on est malade, on est tombé malade, si on a décidé d'aller voir un médecin de médecine traditionnelle, donc on commence par un diagnostic. Et ensuite, comment ça se passe en fait, tout ce traitement? D'ailleurs, je veux bien justement être... on peut montrer tout de suite, puisque moi, j'ai pas eu cette chance d'avoir justement ce diagnostic, cet examen du pouls. Est-ce que, professeur Wang, vous acceptez justement là ici, sur place, dans notre studio, de faire cet examen du pouls? Là, est-ce que je peux faire là? Vous avez expliqué tout à l'heure les 4 mots Wang Wen Wen Qie, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on observe, qu'est-ce qu'on sentit? Alors, pour observation, observer, c'est fait, il y a plusieurs éléments à observer. Premièrement, observer l'état général des patients. Par exemple, en médecine chinoise, on dit observer son shen. C'est l'esprit. Et c'est-à-dire on regarde les yeux, les réflexions. Est-ce que les patients qui, avec un regard assez vif, assez mobile, ou c'est quelqu'un triste, ou c'est quelqu'un, vous voyez, presque pas de réflexion. Et aussi observer la couleur de visage. Est-ce que c'est couleur normale, naturelle, ou c'est couleur, par exemple, trop pâle, trop jaune, ou c'est la couleur même presque, on peut dire, le sombre vers violacé ou vers le gris, comme ça. Et ça signifie différentes choses. Comme vous savez, dans la médecine chinoise, on dit qu'il y a 5 couleurs reliées avec 5 éléments, 5 organes. Oui. Il y a tout ça, et aussi on observait le local, par exemple l'articulation, est-ce qu'il y a des déformations, tout ça. Ça c'est observation. Et puis le wen c'est sentir, on sentir ou par l'odeur ou par le son. Oui. Par exemple, quelqu'un tousser, on doit écouter la façon de tousser, le bruit fort, faible, ou sifflement de respiration, tout ça. Ça, c'est considéré comme un senti. Aussi pour l'odeur, par exemple, quelqu'un il y a un problème de mauvaise haleine, tout ça, on sentit cette odeur-là. Et pour interrogation, c'est partie aussi importante. On pose des questions aux patients. La souffrance principale, c'est quoi? Et taux de souffrance principale, est-ce qu'il est associé à l'autre symptôme? Et depuis quand? Et l'histoire de son problème, tout ça. Et aussi, on interrogeait un peu cette habitude de vie, sa famille, tout ça. Oui. Et palpation, surtout, pour la médecine traditionnelle chinoise, spécifiquement, c'est le pouls. C'est prise de pouls. C'est tout à l'heure ce que vous avez fait. Et aussi, il n'y a pas de passion sur le local, au niveau de ventre, lombaire, si les patients se plaignent, j'ai mal là, ou j'ai une pause là, et normalement, il faut en parler pour voir la forme, les intensités, tout ça, il faut... Oui. Moi, ça m'intrigue beaucoup quand vous me faites cet examen du pouls. Vous faites avec 3 doigts. Oui. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu, en fait, comment ça se passe, justement, cet examen du pouls? 3 endroits. 3 doigts pour 3 endroits. Et 3 layers, 3 faces différentes. Et ça représente des notions différentes. Par exemple,
Pour vous, je trouve que les organes, il n'y a pas de grand problème avec les organes, les viscères, ça va bien. Ouf. Je ne veux pas apprendre en direct que j'ai un problème. Mais un peu de problème avec humidité et chaleur. Il faut les régler, mais c'est pas difficile, mais il faut le faire. Et par exemple, là, pour ce problème-là, concrètement, alors comment on peut faire? C'est par la pharmacopée chinoise, par l'acupuncture, par... Je pense que dans ce cas-là, la pharmacopée chinoise sera plus efficace. D'accord. Bah, je viendrai vous voir après l'émission pour vous demander la recette. Et alors, Pierre, vous avez dit tout à l'heure que le diagnostic, justement, dans la médecine chinoise est très particulier et très différent, et ça fait un petit peu la particularité de la médecine chinoise. En quoi c'est différent d'un diagnostic dans la médecine occidentale? Et la particularité du Bianzhong, c'est qu'il fait un état des lieux général de la situation énergétique du patient, déjà. Et dans les 4 phases, dans les 4 temps du diagnostic, c'est un outil vraiment très intéressant parce que il a été pratiquement conçu à une époque où on n'avait aucun instrument moderne qu'on a aujourd'hui. Et dans la théorie des diagnostics chinois, c'est la théorie des organes sur les manifestations visibles des organes internes. En fait, il y a une théorie qui permet de regarder ce qui est visible, on ne peut pas voir l'interne. Et grâce à cette théorie-là, on s'intéresse aux yeux, à la peau, à la façon de parler, la façon de se tenir, de regarder, etc. Et on en déduit ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. Dans la médecine occidentale, on fait aussi la diagnostic différentielle. Mais la différence est que dans la médecine occidentale, on fait ça pour déterminer une maladie. Tandis que dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est pour déterminer le zheng. Ce sont des idées différentes. Le zheng, c'est un ensemble des signes et des symptômes cliniques définis par les notions chinoises. Vous savez, dans la médecine occidentale, on fait la diagnostic, il faut toujours trouver une lésion. Une lésion soit macroscopique, par exemple ulcère duodénal, soit microscopique. Par exemple, on trouve des tissus cancéreux. Ou bien, on trouve une anomalie biochimique. Le cas de la diabète sucré. Et très souvent, ce genre de diagnostic, c'est aussi se sert des machines modernes, des pour détecter ces maladies. La médecine traditionnelle chinoise, c'est tout dépend à nous, à médecin. Vous savez, on fait l'observation, l'interrogation, tout ça, mais il faut bien comprendre que la vérité n'est pas à découvrir à l'extérieur, c'est à réaliser à l'intérieur. Ça, c'est la différence sur le diagnostic différentiel entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle chinoise. La médecine chinoise est vraiment un très vaste sujet, à la fois riche, complexe. Quand je commence à préparer cette émission, j'ai vraiment appris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que la médecine chinoise, ce que je disais tout à l'heure, est liée à la culture chinoise, à la longue histoire de ce pays et au taoïsme. Donc c'est vraiment pour savoir un petit peu de la médecine chinoise, il faut vraiment s'intéresser à tout, presque. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, de venir chez nous, nous apporter un petit peu d'éclaircissement sur la médecine chinoise, ce vaste sujet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec grand plaisir. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. À la prochaine.